Dans les jours qui suivirent la troisième place de Fernando Alonso au Grand Prix du Brésil 2005, l'équipe Renault F1 Team est aux anges. Le titre pilote avait été acquis après une saison magnifique. La liesse est visible, les sourires inondent l'écran de télévision. Bienvenue dans le podcast E.ON du Business Book GP. Pourtant, derrière le décor heureux, une annonce après le titre de Fernando Alonso est complètement passée inaperçue. Celle de Flavio Briatore, son patron et agent, qui a déclaré vouloir proposer une prolongation de contrat à Fernando Alonso. À ce moment précis, personne ne devine les manœuvres autour du nouveau champion du monde. Après la course, la fête de Sao Paulo n'avait rien de débridé. La mine longue, Briatore, après ses déclarations médiatiques, voulait rentrer en Europe le plus rapidement possible. De son côté, Patrick Faure, président de Renault F1, accompagné de ses assistants, célébra dans une petite bicoque faisant office de restaurant en centre-ville de Sao Paulo le titre, comme s'il était un touriste. Le patron français s'était rapidement entretenu quelques heures auparavant sur la présence de Alonso en 2006 chez Renault. Et Briatore lui avait alors lâché « Ce n'est pas ferme, c'est une option qui doit encore être confirmée ». Il faut mesurer ce que l'annonce du 19 décembre 2005 à 23h, heure anglaise, a été pour les fans de l'époque. Le titre à peine célébré, tout avait basculé. Fernando Alonso est annoncé chez McLaren Mercedes en 2007. La fin d'une longue séquence de rupture. Le titre mondial n'a rien changé pour moi. Ma philosophie reste la même, battre les autres pilotes. Je veux être le meilleur en 2006, 2007 et 2008 et après. Le meilleur en tout ce que je fais, même en jouant au tennis demain. J'aurai la même détermination que j'ai pour tout dans ma vie. Beaucoup de gens m'ont demandé le cadeau que je me suis fait pour célébrer mon titre mondial. En réalité, je ne me suis rien offert. Je viens d'une famille modeste et je n'envie pas les gens riches. Je ne m'achèterai donc jamais quelque chose de cher. D'ailleurs, je ne saurais même pas comment m'en servir. L'assistance à Boulogne, dans les derniers jours de novembre, était amusée et consciente du moment en recevant le discours du champion du monde 2005 de Formule 1. Immédiatement après ces mots, Fernando Alonso s'est fermé. Carlos Ghosn lui remet les clés de sa R25 championne du monde en cadeau. En coulisses, épuisé par ses voyages récents, Patrick Faure regrette de s'être autant avancé auprès du pilote espagnol devant des hommes d'affaires, publicitaires et décideurs de la place de Paris. Nouveau décor. Sporting d'été de Monaco, vendredi 10 décembre 2005. Lors de la remise des prix de la Fédération internationale de l'automobile, Bernie Ecclestone accueille à sa table Flavio Briatore au nom de Renault et Ron Dennis au nom de McLaren Mercedes. À quelques mètres de là, Max Mosley, le président de la fédération, est entouré d'une nuée de champions du monde. Fernando Alonso et Sébastien Loeb sont les plus visibles. La passation de pouvoir entre Michael Schumacher et Fernando Alonso après 5 saisons de domination de l'Allemand confère à cette soirée un caractère exceptionnel. Volubile et charmeur, comme à son habitude, Briatore évoque son déjeuner du jour, quelques heures plus tôt, à Blenheim Palace, la résidence de Winston Churchill, à proximité de l'usine d'Enstone en Grande-Bretagne. Un déjeuner auquel assistaient les 647 membres de l'entité Renault F1 Team anglais. Un récit qui oublie beaucoup de détails, car une personne a brillé par son absence, Fernando Alonso.
D'autant que le plan de présentation était riche et proposé par Renault. Il était conseillé à Alonso, dans l'après-midi, de se rendre face aux membres de Viry-Châtillon et d'ensuite aller en Angleterre pour la soirée d'Enstone. Il n'est arrivé que pour la cérémonie française et au dernier moment. D'ailleurs, sa dernière visite datait de mars 2005. Le masque tombe et seuls les initiés estiment les raisons. Par jeu et spéculation à ce moment de la séquence, d'autant que Patrick Faure est absent au Sporting de Monaco. Il avait simplement prévenu Briatore, alors que ce dernier était dans l'avion pour aller à Monaco, qu'il ne viendrait pas. Plus tard, Bernie Ecclestone et Ron Dennis suivent la remise des prix. Fernando Alonso est bien là. Et avec Flavio Briatore, parade autour de la Renault R25 championne du monde. Dans l'euphorie, l'Italien invite son assistante à le rejoindre sur scène. Après un rapide slalom entre les tables, Patricia Spinelli reçoit au nom de Renault ce trophée du championnat du monde des constructeurs. De retour à sa table, où figuraient Jean-François Cobé, directeur de la communication F1 de Renault, et Steve Nielsen, team manager de l'équipe, l'accueil est courtois, mais sans plus. Vraiment, l'ambiance est pesante, et Briatore est déjà accusé de réduire la taille de son monde. En fait, comme je vous l'ai dit précédemment, l'absence de Patrick Faure est fortement regrettée. Je vous propose de faire un petit retour en arrière. Ça ne sera pas le premier de ce podcast. Lundi 19 janvier 2004, Fernando Alonso arrive à Rueil-Malmaison, au siège de la société LeasePlan, son sponsor personnel depuis des années. Il y serre la main de Marc Bonson, président du groupe. Un détail intrigue toutefois. Il est suivi d'un homme qui distribue généreusement ses cartes de visite. Son nom, Luis Garcia Abad, l'homme qui va servir d'interface dans les intérêts du pilote espagnol. Parce que Fernando Alonso se souvient que sa carrière s'est faite de chance. De son repérage en karting par le manager espagnol Adrián Campos, ex-pilote Minardi F1 entre 1987 et 1988, Campos lui propose de lui offrir 100% du financement de son volant en Formule Nissan, soit l'équivalent de 500 000 €, en échange de la gestion de sa carrière. Affaire conclue. Une saison en Formule Nissan marquée par 6 victoires et c'est un volant en Formule 3000 entièrement financé par l'opérateur téléphonique Ibérique Telefónica qui lui est présenté. Mais la saison 2000 reste moyenne à cause d'un matériel vraiment peu compétitif, mais malgré tout, une victoire à Spa-Francorchamps est à signaler. Les liens avec Briatore remontent à 1999. C'est Patrick Faure qui indique à l'Italien de se renseigner sur ce jeune Espagnol qui domine la Formule Nissan en Espagne. La victoire belge de Alonso en F3000 a scellé son avenir. Briatore confirme son intérêt. Notons qu'en octobre 2000, Adrián Campos discutait avec Jean Todt et un contrat était proche pour embaucher Fernando Alonso. Au courant de la situation, Briatore accélère et bouscule les codes. La somme de 1 million d'euros est proposée pour racheter le contrat d'Alonso à Campos. Le mercredi 1er novembre, le patron espagnol contacte Bruno Michel et Flavio Briatore pour donner son accord. 4 avocats sont mobilisés rapidement pour le raid. Pendant ce temps, à Maranello, silence radio. Pendant les discussions du contrat, José Luis Alonso, le père du pilote, refuse la clause de liaison sponsor qu'impose Briatore à ses pilotes. L'Italien cède en échange d'un pourcentage plus important passant de 20 à 30% de commission sur les salaires. Peu après 22 heures, le vendredi 3 novembre 2000, un contrat est télécopié de Genève à Oviedo, sur papier en tête FFBB, pour Formula Flavio Briatore Business.
L'identification du logo est limpide. Alonso entre dans le commando Briatore pour 10 ans avec liaison team manager extérieur et définition de grandes orientations de carrière. Quelques mois plus tard, le contrat Alonso FFBB est discrètement transféré et régularisé au titre de Renault F1. Mais lorsqu'on revient ce 19 janvier 2004, la présence de Luis Garcia Abad est symbolique, car après la victoire du Grand Prix de Hongrie 2003 de Fernando Alonso, sa notoriété augmente, ainsi que les demandes d'association. En parallèle, les sponsors de Renault se plaignent de la difficulté d'obtenir l'espagnol pour leurs manifestations, ainsi que la limitation de distribution de casquettes ici et là. Vous savez, l'effet Alonso pour Renault rapportait 4 millions d'euros nets au budget de l'équipe, mais sans que Fernando Alonso ne touche quelque chose. Vous comprenez bien que la comptabilité autour du pilote se resserre. À Hockenheim, le 24 juillet 2005, quelques heures avant le Grand Prix d'Allemagne, Patrick Faure reçoit Joachim Verdeguet, vice-président du Royal Automobile Club d'Espagne, qui lui aussi se plaint de l'attitude du champion du monde. Quelques mois plus tard, cette impopularité dans la péninsule est sanctionnée par le sacre de Lance Armstrong, élu champion des champions par une centaine de journalistes espagnols. Fernando Alonso est discret second. Une semaine plus tard, à Budapest, 10 minutes avant la photographie officielle pour son 24e anniversaire, Fernando Alonso ne veut rien savoir. Il refuse de quitter son motorhome et ne cède finalement qu'avec un sourire figé et quelques propos aigre-doux à l'encontre de Briatore et son entourage. Et lorsqu'on retourne à Sao Paulo, dimanche 25 septembre 2005, Flavio Briatore est rapidement pris à part par Garcia Abad, qui lui avertit que l'Espagnol ne se rendra pas à la semaine suivante à une manifestation importante pour le sponsor principal de l'écurie française à Séoul en Corée. Briatore prend un coup, quittera Interlagos rapidement après ses obligations. Durant la fête, avec l'équipe pour célébrer le titre, Abad lâche aux convives que Renault vend plus de jours avec Alonso à ses sponsors qu'il n'en possède réellement sur son contrat. Car en fait, c'est la réalité. L'Espagnol est lié à son équipe par 2 contrats. Un premier de pilote avec Renault et un second d'image avec FFBB. L'offense faite à Japan Tobacco est dévastatrice. Patrick Faure tente de la réparer de son mieux en s'arrêtant en route pour Shanghai, au siège de Tokyo de Japan Tobacco. En off, le commentaire est lapidaire. On lui a fait son image, il accepte les inaugurations des boîtes de nuit de Briatore en Sardaigne et refuse une poignée de main avec nos sponsors et nos gars de Viry. Durant la semaine du Grand Prix de Chine 2005, Luis Garcia Abad enfonce le clou, avertissant sèchement Briatore de son intention de renégocier certaines clauses du contrat avant le début de saison 2006. Parce que Alonso se souvient que sa progression salariale a été assez faible. 4 millions de dollars en 2003, 6,5 millions de dollars en 2004, 9 millions de dollars en 2005. Pire, il se rend compte qu'il est indexé sur ses équipiers Jarno Trulli et Giancarlo Fisichella. Il n'est même pas récompensé pour son investissement et il a le sentiment de faire partie des meubles de l'équipe française. Le prix de 12 millions de dollars est annoncé depuis le Grand Prix de France par la direction de Renault. Officieusement. Mais en réalité, le salaire est le même que celui de Fisichella pour 2006. Un affront de plus qui pousse Abad à négocier les clauses une par une. Une situation qui provoque une tension entre Patrick Faure et Flavio Briatore. Le premier voulant un engagement jusqu'en 2008 du pilote, au minimum afin de convaincre son patron, Carlos Ghosn, que la Formule 1 est un bon investissement. La pression d'arrêter fin 2006 pour Renault, elle est réelle, malgré le titre de champion du monde.
Pour cela, on va faire une pause. Et on va revenir encore un petit coup en arrière. Samedi 3 septembre 2005. À la veille du Grand Prix d'Italie, Luca Di Montezemolo, alors patron de Fiat et de Ferrari, annonce en grande pompe la reconduction du contrat liant son équipe, Ferrari donc, à Philip Morris jusqu'en 2011. La valeur du deal, 1 milliard de dollars. Gallois au sang chaud, Alan Rees, patron des opérations spéciales de Vodafone, sursaute. Le voilà pris de court. En effet, depuis 2002, l'entreprise anglaise Vodafone est sponsor secondaire de la Scuderia Ferrari. Un partenariat qui relève vraiment du pléonasme. Car si le logo est très visible, la promesse d'être traité comme le sponsor cigarettier principal, ce n'est qu'un leurre. Pourtant, il y a 80 millions de dollars pour 2005 et 2006 qui sont engagés. Mais toujours des garanties de second sponsor, avec les peu d'avantages qui vont avec. Dès lors, la manœuvre entamée par Ekrem Sami, le redoutable chasseur de sponsors de McLaren, trouve un sens. Depuis 1 an, McLaren discute avec Vodafone en off. La connexion avec Mercedes existe déjà, puisque Vodafone Allemagne sponsorise une voiture en DTM. Aussi, très vite, courant octobre, le contrat est scellé. La société de téléphonie mobile sera le nouveau sponsor titre de McLaren Mercedes au plus tard en 2007. En coulisses, Philip Morris et Jean Todt ne se sont même pas opposés à ce contrat. La messe était dite. Le montant du deal est de 80 millions de dollars par saison au profit de McLaren pendant 10 ans, soit 800 millions de dollars. Paradoxe, pas de date d'annonce officielle n'était encore établie. Parce qu'à l'origine, Fernando Alonso ne faisait pas partie de cette négociation. Peu avant le Grand Prix d'Italie à Monza, Ron Dennis établit une stratégie pour un coup fameux. En effet, il analyse qu'il possède en 2005 la meilleure voiture du plateau et l'un des meilleurs pilotes du monde de l'époque, Kimi Räikkönen. Dans cette stratégie, un problème. Il ne fallait surtout pas mettre sur la touche le Finlandais. Dennis fait une offre, comme à son habitude, par téléphone, à l'agent de Fernando Alonso après le Grand Prix du Brésil 2005. Mais Luis Garcia Abad ne sourcille pas. Même si les relations avec Alonso est compliquées, Briatore croit encore avoir suffisamment d'influence sur le jeune pilote espagnol pour lui faire entendre raison. Le patron italien lance, à ses relais de la presse transalpine, qu'il propose une prolongation de 4 ans à 100 pilotes contre 22 millions de dollars par an, mais sans aucune garantie de la part du patron de Renault, Carlos Ghosn. En fait, l'Italien avance ses pions dangereusement. De son côté, dès que Ron Dennis eut vent par ses réseaux de la proposition, il estime une tension dans les relations et relance ses contacts avec l'entourage de Alonso. La réponse cette fois-ci est positive. Rapidement, les avocats de Fernando Alonso prouvent qu'il est tout à fait possible pour le pilote de quitter ses contrats à la fois avec Renault et FFBB. Une réunion est ainsi tenue discrètement à Lisbonne en novembre avec les dirigeants de Vodafone et Mercedes-Benz. Durant cette réunion, Vodafone annonce qu'il aimerait lier leurs arrivées avec celle d'Alonso si possible. De son côté, Ron Dennis, avec le soutien de ses partenaires, propose un plan de 3 ans, 2007-2008 et une option pour 2009, avec un salaire démarrant à 30 millions de dollars et un traitement technique garanti. Classé top secret, le dossier n'est connu que par quelques personnes. Mais le secret ne va pas durer. Une semaine après la signature du contrat, 25 personnes sont au courant de l'affaire dans l'univers McLaren-Mercedes. De son côté, Alonso s'engage à prévenir Flavio Briatore de la situation dans les 2 semaines après sa signature. Une fois l'Italien prévenu, Ron Dennis aurait informé Kimi Räikkönen et Juan Pablo Montoya de la situation et ensuite diffusé le communiqué de presse au monde. Mais 4 semaines passent et Alonso et ses avocats n'avaient pas réussi à parler à Briatore.
Finalement, 6 semaines après la signature, l'Espagnol prévient Ron Dennis qu'il avait informé Briatore de la nouvelle. Nous sommes le 9 décembre. Briatore encaisse, il est sous le choc. Les avocats espagnols lui expliquent les tenants et les aboutissants du mariage Alonso-McLaren. En réaction, le directeur sportif du team Renault demande un délai d'1 semaine pour prévenir le conseil d'administration du constructeur Renault. Et dans la foulée, mandata son adjoint Bruno Michel d'effectuer un voyage éclair à Madrid au siège de Telefónica. Mission numéro 1, visionner et valider un film publicitaire avec Alonso. Mais dans un deuxième temps, le Français découvre le désarroi d'une entreprise qui a été contrainte, pour des raisons financières, de quitter les ailerons arrière des Renault, mais dès 2006. À son retour, le bilan sponsoring est rapidement évalué le 10 décembre. Un deal doit être trouvé rapidement avec Telefónica pour 2006. Ainsi, la séquence va alors se passer de la manière suivante. Le 14 décembre 2005, McLaren annonce son partenariat avec Vodafone à partir de 2007 et jusqu'en 2016. Le 15 décembre, une rumeur indique que Toyota F1 propose 20 millions de dollars au nouveau champion du monde. Le 16 décembre, Flavio Briatore appela Patrick Faure pour lui annoncer la triste nouvelle. Le Français n'est vraiment pas heureux et sévèrement estime qu'il est impossible de disputer 2006 ensemble dans ces conditions. Soit Briatore se justifie, preuve à l'appui, soit Briatore doit rendre son tablier sur le champ. L'Italien accuse le coup, d'autant qu'il apprend que Telefónica est d'accord pour prolonger l'aventure en 2006 contre 9 millions de dollars au lieu des 18 auparavant. Le 19 décembre 2005, au soir, McLaren-Mercedes annonce la nouvelle. Fernando Alonso signe son contrat avec l'équipe anglo-allemande pour 2007. Dans la foulée, Flavio Briatore envoie un court communiqué de 4 paragraphes, justement paraphé FB. Je n'ai pas été impliqué, à aucun moment, directement ou indirectement, dans ces négociations. Fernando a décidé que son avenir se situait en dehors de l'écurie Renault. À son initiative, il est entré en contact avec les gens de McLaren et a négocié avec eux. J'ai appris tardivement la nouvelle et j'étais totalement ignorant de la situation. À partir de cet instant, avant Noël 2005, les jeux sont ouverts pour les baquets 2007 de Renault et même de McLaren-Mercedes. Mais ça sera une autre histoire. Et j'aimerais terminer ce podcast exceptionnel pour cette fin d'année 2025 par le mot qui reviendra à Bernie Ecclestone. On est le 20 décembre 2005 et ce dernier cite ceci. Que Flavio Briatore, dont la société gère les intérêts d'Alonso, ait été l'un des derniers à savoir ce qui se passait est plutôt singulier. Si les choses s'étaient déroulées normalement, tout le monde aurait pu être gagnant dans l'histoire. Mais là, Flavio passe pour un idiot, ce qu'il n'est pas. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de E.ON du Business Book GP. À très bientôt.